selon le tempérament du manager et selon notre propre personnalité qu'il faut définir des tactiques de gestion du manager. Il y a certains patrons qui n'aiment pas être remis en question. Le périmètre d'action de chaque personne n'est pas défini et forcément les gens ne connaissent pas leurs limites. Madame Hulot, bonjour. Bonjour. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Notre première question, comment gérer la relation avec son supérieur hiérarchique? Alors, cette question est fondamentale et j'aimerais la traiter sur plusieurs niveaux. D'abord, la question qui se pose, est-ce que c'est lui qui gère, qui nous gère, ou est-ce que c'est nous qui le gérons? C'est une double gestion qui se passe et pour les jeunes, en fait, gérer son supérieur implique pendant un court instant de renverser momentanément les rôles et le pouvoir. Ça donne un certain pouvoir aux jeunes recrues, aux confrères, aux collègues, de gérer leur supérieur hiérarchique. Et j'aimerais revenir quelques instants sur cette notion parce que supérieur hiérarchique aujourd'hui est un terme qui est perçu dans quelques organisations comme dévalorisant. Pourquoi? Parce que la notion de supérieur implique celle d'inférieur. Et aujourd'hui, on trouvera beaucoup plus l'appellation de manager, de leader coach, de mentor, plutôt que de supérieur hiérarchique par rapport à ça. Alors, je voudrais parler de ma propre expérience par rapport à la gestion des RH et des cas que j'ai vu. Le premier cas que j'ai vu, c'est le manager autoritaire. Et ce manager autoritaire, selon l'angle de vue de l'analyse transactionnelle, qui est une thérapie brève qui est autant utilisée aujourd'hui que la PNL, ce manager autoritaire peut prendre deux formes. Il peut être soit un mentor, donc c'est quelque part un parent nourricier. Le mentor, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des conseils, il protège, il définit le cadre à suivre. Ou ça peut être un manager autoritaire procédurier. Donc ça va être un parent normatif, sous l'angle de l'analyse transactionnelle. Je précise d'abord ça pour après dire comment gérer chaque typologie de manager ou de chef. Le deuxième profil qu'on peut retrouver dans les supérieurs hiérarchiques ou dans les managers, je préfère, c'est le manager adulte. Là encore, le niveau adulte de l'analyse transactionnelle, c'est celui qui est pragmatique, qui est orienté résultat, orienté objectif. Donc ça, c'est aussi une gestion à part pour les recrues. Et le troisième profil, c'est le manager enfant. Là encore, selon toujours l'analyse transactionnelle que je cite. Et le manager enfant peut être soit spontané, soit rebelle, soit carrément soumis ou effacé. Donc là encore, pour le jeune ou pour les collaborateurs de ce manager enfant, il faudrait qu'il fasse très attention à gérer son affect et son capital émotionnel. Donc ce que l'on retient, c'est selon le tempérament du manager et selon notre propre personnalité qu'il faut définir des tactiques de gestion du manager. Qui dit gérer aussi, dit optimiser une relation. Et c'est le volet relationnel avec le manager ou le leader qu'il faut optimiser. Pourquoi? Parce que d'abord, la première étape consiste à bien connaître le profil du manager, selon les profils que j'ai cités, autoritaire, parent, adulte, enfant, etc. Ensuite, de connaître votre environnement. L'environnement du travail, comment est-il? Est-ce que vous êtes aussi dans un environnement d'entretien face à face ou dans un environnement de réunion? Auquel cas, la gestion de votre manager ne se fera pas de la même manière. La deuxième étape, qu'est-ce que vous devez gérer? D'abord, il faudrait que vous gérez votre affectivité. Est-ce que je peux partager mes émotions? Je suis en colère, je suis timide, je suis triste. Est-ce que c'est pertinent de le partager avec mon manager? Première chose. Deuxième chose, gérer l'information. Dois-je tout lui dire? Dois-je garder des choses pour moi? Troisième chose, gérer mon langage. Comment parler à son supérieur hiérarchique? Est-ce que tous les mots sont pertinents? Est-ce que je dois avoir un langage plutôt châtié, plutôt respectueux? Quatrième élément à surveiller, le timing. Est-ce que tous les moments sont convenables pour que je m'adresse à mon manager? Ou est-ce qu'il y a un timing approprié? Et cinquièmement, le lieu. Aujourd'hui, on fonctionne dans beaucoup d'organisations dans des open space, mais cela ne signifie pas qu'on va aller toutes les 5 minutes voir son supérieur hiérarchique, son manager, pour lui poser une question, pour lui dire « écoute, je pense qu'il faudrait faire ceci ou cela ». Encore, le timing est à prendre en considération. Donc, si je reviens, il faudrait s'informer dans un premier temps, pour résumer, s'informer de la personnalité, du profil, de son environnement et voir quelles sont les informations que je peux partager avec son supérieur hiérarchique. Là encore, je cite un proverbe chinois pour inciter les collaborateurs à surveiller ce qu'ils vont dire avant de le dire. Ce proverbe chinois dit « Quand une parole est lâchée, même 4 chevaux seraient en peine pour la rattraper ». Donc là encore, c'est intéressant. Qu'appelle-t-on patron difficile et comment le gérer en entreprise?
Alors, là encore, c'est intéressant, et là vous citez la notion de patron. Donc vous verrez, on appelle ça au Maroc patron, boss, chef, manager, supérieur hiérarchique. Comme je dis, j'ai une préférence pour manager. Donc, c'est quoi un manager difficile? D'abord, un manager, c'est une personne qui a le pouvoir sur vous. Elle a un pouvoir. C'est quoi? Le pouvoir de vous recruter, le pouvoir de vous garder. Quand bien même il se fait de manière collégiale, avec la direction des ressources humaines, avec des N+2 ou des N+3, mais quand même, ce manager-là, il faudrait le connaître, c'est ce qu'on a expliqué dans la première question. Donc c'est quoi un manager difficile? Il y a plusieurs cas de figure. Vous avez des managers conflictuels, c'est-à-dire qui cherchent toujours les conflits et qui ont besoin pour exister de faire des conflits. Vous avez les managers désengagés. Alors dans les désengagés, il y a des stades, il y a les démissionnaires, qui sont prêts à partir, qui se préparent à partir. Vous avez les presque retraités, donc c'est des managers un petit peu difficiles. Vous avez dans le troisième type, vous avez des autoritaires, des managers extrêmement autoritaires qui sont écrasants, qui peuvent dévaloriser dans certains cas, qui peuvent couper la parole, ou à l'extrême, qui peuvent harceler. Dans les managers difficiles, vous avez aussi les incompétents. Et ça aussi, il faut les gérer, vous savez, plus que techniquement et au niveau de compétences. Vous avez les petits jeunes, des managers petits jeunes, donc qui souffrent de ce qu'on appelle le syndrome du petit chef. Qu'est-ce que je fais, comment m'imposer, etc. Dans les managers difficiles, vous avez les fils de patrons, dans les cas d'entreprise familiale. Donc là encore, il y a cette notion qui est supérieure, parce que autant un des managers peut partir s'il est incompétent, autant le fils du patron, difficilement, puisqu'ils sont propriétaires. Et puis, je ne vais pas citer les maniaco-dépressifs, les obsessionnels, etc., mais cela existe aussi en organisation. Dernier cas de figure dans les managers difficiles, vous avez deux cas de figure qui sont intéressants. Les hommes brillants, ou les managers brillants, là aussi ils sont difficiles parce qu'ils sont hyper compétents et très exigeants envers leurs collaborateurs. Et vous avez les bureaucrates, fonctionnaires, ça doit se passer de telle manière, de telle forme, etc. Et ils n'acceptent pas, on va dire, une prise d'initiative ou un sens de l'innovation élevé. Donc, si on sait ça, comment les gérer? La question qui revient souvent, est-ce que les managers laissés faire, ceux qui vous laissent tout faire, sont plus faciles à gérer, les managers démocrates, participatifs? On a tendance à penser que oui. C'est-à-dire le manager de style démocratique, qui va demander l'avis de tout le monde, qui va faire impliquer tout le monde, qui va être consensuel, qui va, avant de prendre une décision, parce qu'au final il la prendra, va vous impliquer dans la prise de décision. Ceux-là sont plus faciles à gérer, parce que déjà, ils ont l'écoute. Et ils ont une approche qui est bienveillante, qui est empathique envers leurs collaborateurs. Le manager laissé faire, contrairement aux préjugés, n'est pas facile à gérer. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous retrouver très facilement responsable de situations auxquelles vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas briefé, et au final, vers qui on se retournera? On se retournera contre vous, parce que vous pouvez être cette cible facile, ou ce bouc émissaire facile. Donc, quand on a défini ce type de manager difficile, on doit définir notre plan d'action et nos limites. Pourquoi notre plan d'action et nos limites? Parce que face à chaque manager difficile, il y a des comportements à avoir, mais il faut aussi connaître ses limites, parce que quand on ne sait pas gérer un patron difficile, on peut se retrouver facilement dans des situations de dépression ou de burn-out. D'accord? Donc, d'abord, gérer un patron difficile implique avant toute chose de définir des règles et des procédures de fonctionnement qui sont formelles. Si vous n'avez pas de cadre, c'est très mauvais d'abord pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un flou artistique total. Or, personne n'aime être dans le flou. Donc, il faut d'abord définir des règles de procédure formelles et puis demander des choses informelles. Qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui ne se fait pas? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Même lui poser la question, qu'est-ce que vous attendez de moi comme comportement? À quelle heure dois-je arriver? À quelle heure serait-il convenable que je parte? Quand aimeriez-vous que je vous remette des rapports après que vous m'en ayez informé? Est-ce que vous aimeriez que je vous parle plutôt le matin si j'ai des questions, ou l'après-midi, ou en fin de journée? Est-ce que vous aimeriez que je vous implique à toutes mes négociations, que je vous mette en copie de tous mes mails ou pas? Très important de définir les règles et les procédures avec son manager, surtout s'il est difficile. Aussi avoir le maximum de traces écrites. Vous le savez, plus vous savez qu'il est difficile, exigeant, ou peut-être qu'il oublie, plus vous devez garder une traçabilité écrite. Pourquoi? Parce que là encore, les paroles s'envolent, les écrits restent, et les mails vous protégeront, vous, en tant que collaborateur. Puis troisième chose, c'est savoir dire non aussi.
même si c'est un patron difficile. Pourquoi? Parce que, un, ça incite au respect, le non argumenté, justifié. Vous n'êtes pas, même si vous êtes un jeune collaborateur, vous n'êtes pas un béni oui-oui, vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Et puis, on vous respectera, surtout si votre manager a un fort caractère, il vous respectera si vous avez des points de vue valables, cohérents, argumentés, il vous respectera pour cela. Et c'est un signe, quand les collaborateurs disent non ou disent non à certaines conditions, c'est un signe aussi d'affirmation de soi, parce que n'oublions pas, vous êtes aujourd'hui collaborateur, mais vous êtes amené à devenir manager demain. Donc vous devez vous entraîner à ça. Et puis comme j'ai dit, il s'agit aussi avec un patron difficile de connaître ses limites avant le burn-out, avant une dépression ou avant un licenciement ou avant un turnover. Là encore, ses limites, c'est connaître vraiment le cadre de notre personnel. Une dernière question, comment gérer un conflit avec son manager? Alors, là encore, gérer son conflit avec le manager peut dépendre des situations. Vous avez vu, dans la première question, on a parlé des personnalités, des types de personnalités. Dans la deuxième question, on a défini c'est quoi les différents profils de patrons difficiles. Et là encore, différentes techniques d'interaction peuvent dépendre. 1. Les caractéristiques du boss, on l'a compris. 2. Votre environnement professionnel. 3. Votre propre personnalité. Êtes-vous quelqu'un de timide et facile ou êtes-vous quelqu'un qui est affirmé avec une forte personnalité? 4. De vos objectifs professionnels. Est-ce que vous voulez évoluer dans cette boîte, dans cette entreprise, ou vous voulez passer 2 ans d'expérience, donc à la limite vous n'avez pas des gros challenges ou des gros risques à prendre. Et 5. De vos valeurs. Bien évidemment, parce que vos valeurs comptent. Et là encore, il y a des choses que vous refuserez de faire, bien évidemment. Plusieurs techniques. Première technique, l'isolement. Vous savez, faire l'autruche en attendant que la tempête passe, c'est aussi une technique pour ne pas se faire remarquer du boss. Le boss est très conflictuel, vous l'avez compris, et vous avez eu un problème avec lui, une maladresse. Une des techniques, c'est d'attendre que l'orage passe, faire profil bas, faire preuve de passivité, mais cette technique n'est pas gérable à long terme. Elle peut être une technique court-termiste. Regardez, c'est une technique test, regardez si votre manager va revenir vers vous avec de nouveaux dossiers. Auquel cas, s'il ne revient pas vers vous, il faut laisser cette technique pour passer à une deuxième. La deuxième technique, en cas de conflit, et là encore j'ai cité, dépendamment de vos objectifs professionnels, votre personnalité et de vos valeurs, c'est la confrontation. Montrez à votre manager votre implication, votre courage et votre caractère. Attention, cette technique à utiliser avec modération, là encore. Pourquoi? Parce qu'il y a certains patrons qui n'aiment pas être remis en question. Donc là encore, analysez bien avant de remettre en question et de dire je ne suis pas d'accord de comment vous m'avez géré, comment vous avez géré telle personne, comment vous avez fait ça, comment vous avez pris cette décision. Avant de remettre en question votre manager, il faut bien gérer s'il est réceptif. Et je vous incite aussi à quelques prudences après avoir bien analysé votre manager. Troisième technique, c'est la collaboration. C'est la technique la plus simple. C'est-à-dire que là encore, en cas de conflit, vous allez vers votre manager, vous lui dites, regardez, vous et moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, j'ai beaucoup d'admiration pour votre carrière. Piédestalisez. Vous piédestalisez, vous valorisez votre interlocuteur. Le boss, surtout si c'est sincère, aime bien entendre ça. Et puis, vous lui faites entendre que vous et lui, vous avez le même objectif. Vous êtes embarqués dans la même barque, vous avez les mêmes objectifs, surtout si vous travaillez dans le même département. Donc, bien évidemment, et ça aussi, la collaboration, c'est une étape nécessaire vers la relation. Là encore, il vaut mieux construire une relation saine, durable, avec son manager, parce que vous travaillez avec lui entre 10 et 14 heures par jour, dépendamment des organisations. Quatrième technique, c'est la négociation, et c'est un hybride entre la confrontation et la collaboration. La négociation, c'est quoi? Faire évoluer un rapport de force. Le rapport de force, sachez-le, n'est pas évidemment égal pour vous. Mais vous tendez, c'est-à-dire vous essayez d'aller vers le sens dans la négociation, d'aller vers le sens de votre manager, tout en lui faisant entendre votre point de vue, ce qui est très louable aussi. Et peut-être qu'il reviendra des mois après en disant « Ah ben tu sais, finalement, tu avais raison sur tel dossier. » Là encore, si c'est un manager intelligent. Donc là encore, posez-vous les bonnes questions sur votre manager avant de gérer le conflit. Est-il quelqu'un d'anxieux? Est-il quelqu'un qui est sûr de lui? Est-ce que c'est quelqu'un qui est jaloux? Est-ce que vous en savez plus que lui? Et là encore, il peut vous poser quelques soucis. Est-il quelqu'un de dominant ou est-il quelqu'un d'ambitieux? Et auquel cas, tout son volet conflictuel est derrière l'ambition qu'il a. Donc, on a vu que vous, en tant que collaborateur, vous pouvez passer de soumission. Et là encore, la soumission est très utile quand on a des
typologie de parents normatifs, hein, on ne peut pas rentrer en rapport de force avec eux, ils ne le permettront pas à long terme. L'indépendance est très utile, là encore, si vous avez un boss démocratique ou laisser-faire, là vous faites preuve d'indépendance d'esprit, de prise d'initiative. La séduction ou faire l'acteur est très utile en cas de conflit, là encore pour apaiser, pour dire regardez, j'ai des qualités, j'ai des défauts, excusez-moi, etc. Et puis l'indifférence, et franchement, l'indifférence dépendra si vous voulez faire long feu dans cette entreprise ou pas. Hein. Vous pouvez jouer l'autruche. On risque aussi de vous mettre au placard si vous ne gérez pas le conflit rapidement. J'aimerais rajouter que cette question-là, gérer le conflit, est intéressante, mais il vaut mieux les anticiper. Et comment anticiper les conflits? C'est éviter par exemple une mauvaise organisation du travail, que vous ne connaissiez pas votre cahier de charge, que vous ne connaissiez pas votre organigramme, que vous ne connaissiez pas, qu'il y ait une absence totale de hiérarchie par exemple. Une mauvaise aussi gestion des conflits par anticipation, c'est une mauvaise distribution des tâches. Le périmètre d'action de chaque personne n'est pas défini. Et forcément, les gens ne connaissent pas leurs limites. Vous savez, quand le périmètre d'action n'est pas clair, les gens des fois veulent bien faire, mais vont outrepasser leurs fonctions. Et des gens, comme ils ne connaissent pas le cadre, vont moins faire que ce que leur hiérarchie attend d'eux. Là encore, ça peut générer des conflits. Là encore, en anticipation des conflits, on peut accabler la mauvaise direction, c'est-à-dire un système obsolète qui est appliqué depuis 50 ans dans l'organisation et qui n'est plus valable aujourd'hui. Parce que vous le savez, aujourd'hui, la génération Y, les jeunes, s'attendent à beaucoup d'empathie, beaucoup de discussions, beaucoup de bienveillance, un équilibre vie privée et vie professionnelle. La gestion du conflit avec le boss peut aussi émaner d'un manque d'écoute ou d'une absence d'écoute, aussi bien la vôtre que la sienne. Et chacun va rester dans son monde. Or, n'oubliez pas, vous en tant que collaborateur, c'est à vous de faire vos preuves, c'est à vous de construire votre carrière. Lui, la sienne, elle est faite. Ou entre guillemets, elle va être faite avec vous et avec d'autres personnes. Donc vous êtes remplaçable. Donc faites preuve d'écoute, faites preuve d'empathie, allez vers le sens de votre manager, même si c'est difficile. Et on revient à ce vieux proverbe, mais qui est toujours d'actualité, le manager a toujours raison, même quand il n'a pas raison. Donc vous n'allez pas lui dire tu as tort à ci, tu as tort à ça. Vraiment, faites attention à ces maladresses qui peuvent vous coûter cher dans l'organisation. Il y a plusieurs stratégies possibles. Si on devait les récapituler sous forme d'image ou sous forme métaphorique, si vous êtes un stratège, un fin stratège, faites comme un joueur d'échecs. Avant d'avancer un pion en termes de gestion des conflits ou d'anticipation, anticipez votre adversaire, sachant que votre boss n'est pas votre adversaire, mais anticipez son coup. Vous pouvez jouer l'acteur. L'acteur, c'est le séducteur, c'est celui qui sait composer et qui a un masque pour chaque situation, là encore. L'acteur, c'est aussi un très bon commercial. Vous, en tant que collaborateur, vous devez vous vendre à votre manager. Donc, plus vous êtes bon commercial en personal branding, plus vous allez vous vendre à votre supérieur hiérarchique. Vous pouvez jouer l'épéiste, le duelliste, c'est-à-dire le combat de coq. Vous savez, ceux dans les... Mais là encore, il faut savoir bien viser. Et en général, ceux qui tombent, ce ne sont pas les managers, mais les collaborateurs. Et quatrième technique, mais là encore, il faut aimer les risques. Je le prends de l'univers de la corrida, le torero. Imaginons que votre supérieur hiérarchique est comme un taureau avec des cordes. Là encore, sachez éviter les coups que peut vous causer votre jeune âge ou vos maladresses. Quelques références peuvent être utiles. Hein. Il y a des références de recherche. Il y a Dezonné qui a sorti des livres très intéressants sur la gestion RH, sur le manager du boss. Et sachez aussi vous considérer comme votre propre boss. Vous êtes le boss de vous-même. Vous devez vous gérer autant que de gérer votre patron, qu'il soit difficile ou pas. Donc, voyons dans les situations des opportunités et non pas des contraintes. Merci beaucoup.